Le président de la République, Alassane Ouattara, est à New York où il participe à la 69e session des Assemblées générales des Nations unies. En marge de cette rencontre, le chef de l'État a pris part aujourd'hui à une conférence sur le dividende démographique. Le lancement officiel du deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a eu lieu ce lundi dans le village de Toutoubré, dans la sous-préfecture de Gagnoa. Nous en parlerons dans ce journal. C'est parti pour l'opération Pays propre. Elle a démarré aujourd'hui dans la commune de Cocody. Cette vaste opération de déguerpissement est menée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Bonsoir et merci de suivre ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, séjourne en ce moment à New York, où il prend part à la 69e session des Assemblées générales des Nations unies. En marge de cette rencontre, le chef de l'État et ses pairs du Niger et du Tchad ont été conviés ce lundi à un conclave sur le dividende démographique. C'est une initiative conjointe de la Banque mondiale et du FENUAP. Jérôme Kofi Aboulin. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau des chefs d'État du Sahel, conjointement initiée par la Banque mondiale et le FENUAP. Une rencontre consacrée aux dividendes démographiques dans le Sahel. Le président Alassane Ouattara, invité à y prendre part, a dans son intervention évoqué la question tout en insistant sur la gratuité de l'école à rendre obligatoire en Côte d'Ivoire dès l'âge de 6 jusqu'à 16 ans. Comme prévu dans son programme de gouvernement. Nous avons décidé que dès l'année prochaine, l'école deviendra obligatoire, à partir de 6 ans, et si possible gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce sera donc bien sûr un élément qui demande beaucoup de ressources et nous avons d'ailleurs une rencontre avec l'ancien Premier ministre Gordon Brown qui s'est chargé de ce département ici même aux Nations Unies pour faire part de notre programme. Et tout ce que cela demande comme salle de classe, équipement, etc. pour la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais insister sur le fait que la santé de la jeune fille, l'éducation de la jeune fille sont au cœur en fait de ce processus. Si la jeune fille est éduquée, si la jeune fille est en bonne santé, si la jeune fille sait comment se protéger, ceci nous amènera donc à avoir des meilleurs résultats en matière de dividendes démographiques. On entend par dividende démographique la croissance économique résultant de l'évolution de la pyramide des âges d'un pays. Il survient lorsque la baisse du taux de natalité entraîne des changements dans la distribution par âge d'une population, ce qui signifie que moins d'investissements sont nécessaires pour répondre aux besoins des groupes les plus jeunes et que les adultes sont relativement plus nombreux dans la population. Un phénomène qui, comme on le voit, crée une opportunité de croissance économique. Le président de la République a aussi échangé aujourd'hui avec des membres de la Fondation Soros. Ce groupe œuvre pour la promotion de la démographie. Nous restons avec Jérôme Kofi Aboulin. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, c'est une visite rendue à un ami de longue date, se connaissant depuis 1999. C'est aussi une occasion de solliciter l'appui de la Fondation Soros à la réalisation de projets, notamment en ce qui concerne la scolarisation des jeunes filles. Nous avons échangé sur les possibilités pour la Fondation Soros de s'impliquer davantage. Déjà, la Fondation participe au laboratoire pharmacie de la santé publique en nous octroyant un don donc d'$1 million par an en médicaments. Je lui ai dit que nous avons besoin de soutien également pour les mesures contre la fièvre Ebola et aussi surtout j'ai insisté sur la nécessité de nous aider à créer des collèges de jeunes filles pour protéger les jeunes filles dans chacun des districts en Côte d'Ivoire. C'est un projet qui l'intéresse parce que si nous arrivons à donner une meilleure éducation à nos jeunes filles, les garder dans leur milieu, cela les protégerait et leur permettrait d'aller le plus loin possible dans leur perspective d'avenir. La structure Open Society Foundations est un réseau de fondations créé en 1993 par George Soros. Il a pour objectif de promouvoir la gouvernance démocratique, les droits de l'homme, les réformes légales, économiques et sociales. La partie Afrique de l'Ouest de la structure Soros est dénommée OSIWAR. Entendez Open Society Institute for West Africa. Le président Alassane Ouattara en a été le premier président.
En bref et en image, Afreximbank est une banque africaine d'import-export. Elle installe une succursale régionale à Abidjan. La signature de l'accord de siège a eu lieu cet après-midi en présence du chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Un mémorandum d'accord avec le gouvernement portant sur l'installation de cette succursale a été également signé. Selon Jean-Louis Ekra, le président de la banque, la succursale d'Abidjan a pour vocation de couvrir tout l'espace francophone. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, a accueilli en juin 1989 le Congrès international de la paix. Cette rencontre a permis d'introduire la culture de la paix dans l'esprit des hommes, d'où la création de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. 25 ans après, quel bilan? Des experts internationaux réfléchissent à cette question à la faveur d'une rencontre présidée par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Léon Brou. Des organisations internationales de promotion de la paix, l'UNESCO et l'Union africaine de retour aux côtés des autorités ivoiriennes à Yamoussoukro, 25 ans après le Congrès international de la paix. Objectif, évaluer la mission assignée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à savoir cultiver dans l'esprit des hommes la notion de paix. Les guerres naissant dans l'esprit des hommes sont associées des institutions panafricaines et sous-régionales, BAD et Union du fleuve Mano, spécialisées dans le financement du développement. Pour tous, promouvoir la paix, c'est asseoir les conditions durables du développement face aux récurrents conflits, crises et menaces terroristes, une situation qui conforte l'actuel premier responsable de la Fondation, Félix Houphouët-Boigny, dans sa proposition de renforcer dans la poursuite la culture de la paix. C'est en faisant de la paix la plus haute valeur humaine que les hommes pourront bâtir une civilisation universelle plus humaine, plus juste, plus fraternelle, au lieu de sombrer dans la barbarie. Hommes et femmes réunis dans un même élan de volonté et de coopération peuvent le réaliser. Message bien perçu par le président Alassane Ouattara, dira le Premier ministre. Daniel Cablon-Duncan promet qu'en plus d'accroître ses efforts en faveur de la paix, le gouvernement va davantage soutenir les initiatives de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Il nous faut, par des progrès économiques soutenus et inclusifs, travailler activement à l'atténuation de la pauvreté dans nos communautés et dans nos pays. Car au nombre des causes des violences et des conflits se trouve la pauvreté, voire l'extrême pauvreté, fortement aggravée par le chômage. Par ailleurs, nous devons renforcer la promotion et l'approfondissement de la démocratie dans nos pays respectifs, avec pour corollaire la construction d'institutions fortes. Objectif, consolider l'héritage de paix légué à la nation ivoire par son fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, héritage pour lequel hommage a été rendu à l'illustre disparu et au professeur Joachim Boni, ex-gestionnaire de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le monde entier a célébré hier la Journée internationale de la paix. Elle a été instituée par l'ONU tous les 21 septembre. En Côte d'Ivoire, une rencontre dédiée à la paix s'est tenue à Boisseau. Elle a été organisée par l'ONG Agir pour la paix et le bien-être. Herman Yamir. Comment pouvons-nous chacun contribuer à bâtir la paix en Côte d'Ivoire pour nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants? La question a rassemblé à la salle des fêtes de la commune d'Aboisseau autorités administratives, chefs de communautés religieuses et traditionnelles, ainsi que les cadres du Sud Komoué, à travers une méthodologie appelée l'art de la conversation qui compte. 3 heures durant, entre partage d'expériences sur la paix et sensibilisation, les participants ont identifié les conditions à la cohésion sociale avant de prendre des engagements. Ici, point n'est question de s'attarder sur la souffrance, mais plutôt mettre au premier plan ce qui permet d'aller de l'avant. Le préfet des régions du Sud Komoué s'est félicité pour la mobilisation des populations d'Aboisseau quand il s'agit de paix, avant de rappeler son importance dans la société. Nous venons de faire une mauvaise expérience, de troubles pendant une décennie, et on a compris que le président Fouet avait raison de dire que le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. C'est maintenant que nous l'avons apprécié, que les Ivoiriens apprécient maintenant ce que ça veut dire la paix. Cette conversation sur la paix est à l'initiative de l'ONG APB, Agir pour la paix et le bien-être. Une ONG qui, au dit de son président Kofi Amani, s'est donnée depuis 2011 pour objectif d'œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire.
On n'a pas la paix pour un seul jour. C'est comme quelqu'un, il a mangé aujourd'hui, demain il doit manger, après demain il doit manger, et ainsi de suite. Et même plusieurs fois par jour. La paix, c'est quelque chose à ce sens. Après les cadres, l'ONG AB a rencontré la notabilité du royaume d'Issanvi, toujours dans le cadre des conversations sur la paix. Des conversations comme celle d'Abouasso, l'ONG en a organisé une vingtaine en Côte d'Ivoire. Notons que cette conversation sur la paix s'est tenue dans le cadre de la Journée internationale de la paix, instituée tous les 21 septembre par l'ONU. Et certains Ivoiriens se sont prononcés sur la Journée mondiale de la paix. Leurs propos ont été recueillis par notre reporter Serge Kongomé. Guerre interminable en Syrie, guerre répétée en Irak et attentats quotidiens. Autant de situations difficiles qui perturbent la vie économique et sociale des populations ainsi que les efforts de paix. Aussi, l'Organisation des Nations Unies a-t-elle institué la journée du 21 septembre, Journée internationale de la paix. Il s'agit pour cette institution d'interpeller les citoyens du monde à s'engager résolument dans la recherche d'une paix durable. À la faveur de cette journée, des Ivoiriens se prononcent. Si nous parlons de paix, nous parlons ici de tout ce qui peut rendre tout le monde tranquille et tout ce qui peut créer une vie paisible. La cohésion et la communion des âmes et une certaine harmonie. S'il y a la paix, tout est possible. Mais s'il n'y a pas la paix, rien n'est possible. Et donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, je dirais que cette volonté d'aller de la paix, il faut vraiment la cultiver, la renforcer, et que tous les partis politiques évitent la violence, s'inscrivent dans cette dynamique de paix. La paix retrouvée en Côte d'Ivoire a permis aux autorités de réaliser de grands chantiers pour le bonheur des populations. Preuve que le retour à la paix pourra permettre également aux pays en crise de reprendre le chemin du développement et donner forme aux aspirations de leur population. Rendons-nous à Toutoubré, dans la sous-préfecture de Gagnoa. Cette localité a abrité le lancement officiel du deuxième passage des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. C'est aussi dans le village de Toutoubré qu'un agent vaccinateur a perdu la vie lors des premières campagnes de vaccination en juin dernier. Éric Goré, Serge Collier. Depuis juillet 2011, la Côte d'Ivoire n'a enregistré aucun cas de polio sauvage. Dans le district de Gagnoa, le dernier cas date de 2007. Le lancement du deuxième passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le département de Gagnoa vient renforcer toutes ces actions de lutte pour éradiquer définitivement la polio. Le représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a félicité les agents vaccinateurs, les invitant à poursuivre leurs efforts. 2018 a-t-il indiqué l'année butoir pour la certification de l'éradication de la poliomyélite et la Côte d'Ivoire n'est plus loin du but. Le deuxième passage des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a débuté officiellement à Toutoubré dans la sous-préfecture de Gagnoa. Un hommage à Dassé Michel, agent vaccinateur décédé lors du premier passage de vaccination en juin dernier. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, après avoir apporté la compassion du gouvernement à la famille, a décidé de prendre en charge la scolarité 2014-2015 des enfants de cet agent vaccinateur disparu dans l'exercice de ses fonctions. Le cancer est une grave maladie qui ronge, elle est même mortelle. Un congrès scientifique s'est tenu récemment pour une lutte plus intégrée en Afrique. On en parle avec Christelle Menon. C'est le deuxième congrès scientifique de la Société ivoirienne d'hématologie, oncologie, immunologie et transfusion sanguine, CIOTS. Au cœur des échanges, les anémies et les cancers, des pathologies dont l'incidence ne cesse de croître et dont la prise en charge gagnerait à être davantage améliorée. La CIOTS s'y est engagée depuis sa création en 2012. C'est très important pour la Côte d'Ivoire d'avoir une telle société qui réunit donc tous les spécialistes des maladies du sang et tous les spécialistes du cancer. On sait que ce sont des pathologies, ce sont des maladies, je dirais, qui ont un fort impact dans nos populations. Lutter contre les maladies cancéreuses, les maladies du sang et du système immunitaire en Côte d'Ivoire, en initiant et promouvant les activités de recherche et de soins médicaux.
La CIOTS mise aussi sur la synergie des savoirs, une soixantaine de présentations et communications réalisées lors de ce congrès qui a réuni d'éminents spécialistes originaires d'Afrique et d'Occident. Nous voulons voir, en invitant tous nos collègues spécialistes, quel est l'état d'avancement des travaux et qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Nous avons besoin de moyens, n'est-ce pas, pour optimiser vraiment la prise en charge de nos malades, notamment la radiothérapie. Il nous faut un centre de cancérologie et il nous faut également la greffe de moelle osseuse, qui sont des outils indispensables pour permettre à ce que nos parents, n'est-ce pas, puissent guérir du cancer. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours en train d'évacuer les malades outre-Atlantique. Les besoins sont encore nombreux, toutefois l'espoir semble permis au regard des progrès réalisés en Afrique en matière de diagnostic, de traitement mais aussi de formation. Les anémies et cancers restent une préoccupation croissante pour les praticiens des pays en développement. En Côte d'Ivoire, 16 000 nouveaux cas de cancer sont attendus chaque année selon le registre oncologique d'Abidjan. Le tableau est tout aussi sombre concernant l'anémie. L'OMS estime sa prévalence à 30% chez les enfants de moins de 5 ans, alors que la sécurité transfusionnelle est loin d'être garantie aux populations. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a lancé aujourd'hui une vaste opération de déguerpissement dans les 10 communes d'Abidjan. L'objectif est d'obtenir des rues propres et dégagées de tout encombrement. L'opération a débuté dans la commune de Cocody, Doigt de Lazer. Salif Moumouni et ses frères sont en plein déménagement ce lundi 22 septembre. Un caterpillar est aux portes de leur magasin, installé sur le domaine public de l'État. La mairie était venue nous donner convocation le jeudi passé, puis le vendredi, c'est le service de salubrité qui est venu nous donner convocation. Comme il n'y a pas un délai là-dessus, donc c'est ça qui a fait qu'on a tardé l'opération de ramassage. Bon, mon souhait, c'est de trouver aussi des places appropriées. Ce déguerpissement est le début d'une vaste opération de salubrité, dénommée Opération Pays Propre, initiée depuis 3 ans par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Elle se tient chaque année. Une opération qui vise, selon son coordonnateur, à donner une image plus reluisante aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Chaque parcelle de terrain en zone urbaine a une identité. Vous avez des servitudes qui sont réservées au réseau. Vous avez la voirie et les trottoirs aux piétons et aux véhicules. Il faut que nous puissions respecter. Dès mars jusqu'en mai, nous avons distribué les mises en demeure et encore fait des sensibilisations. Et c'est maintenant que nous démarrons l'opération proprement dite sur le terrain. Les 10 communes d'Abidjan et banlieue sont concernées par cette opération qui va se poursuivre sur 3 mois dans le district d'Abidjan. Déjà dans la commune de Yopougon, les mises en demeure sont distribuées aux propriétaires des magasins et aux commerçants illégalement installés sur les trottoirs et les canalisations réservées aux eaux de ruissellement. Parlons éducation à présent. Le maire de la commune d'Odiéné, Nassene Batouré, et son conseil municipal ont remis ce week-end des mobiliers et matériels pour équiper des écoles du primaire et du secondaire de la ville. Un don d'une valeur de 50 millions de francs CFA et qui devrait permettre d'améliorer les résultats scolaires dans cette ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi. Avec 95,66%, Odiéné est classé premier au plan national à l'examen du CEP et à l'entrée en 6e session 2014. De meilleurs résultats également au BEPC et au BAC pour la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Odiéné. Des résultats qui cadrent avec la vision du maire qui veut faire de cette localité un pôle d'excellence en matière d'éducation. Un accent particulier est mis également sur la lutte contre les grossesses en milieu scolaire avec la création d'un foyer de jeunes filles pour encourager les acteurs du système éducatif de la région de Kabadougou. Nassene Batouré met à leur disposition du mobilier scolaire d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Un don composé de 300 chaises, 200 tables de bureau, 50 armoires. Et ce n'est pas tout. Le maire offre également 100 lits et 150 matelas avec des couverts au foyer des jeunes filles, avec 2 tonnes de riz, des cartons d'huile et des pâtes alimentaires. Des vivres destinés aux cantines scolaires de la ville. La cérémonie de remise de ces dons a été l'occasion pour elle de réaffirmer son engagement pour une école de qualité, tout en améliorant les conditions de travail des élèves et des enseignants. Elle invite par ailleurs ses parents à la scolarisation de la jeune fille. La place des enfants est alors à l'école et non dans les plantations ou à la maison pour effectuer les travaux domestiques. Je souhaite un suivi constant du travail de vos enfants. Ils ne doivent pas être abandonnés aux seuls éducateurs et aux maîtres. Nassene Batouré
Elles exhortent les élèves au travail afin de participer dans le futur au développement de la Côte d'Ivoire en général et celui du district du Denguélé en particulier. Des actions saluées par les acteurs du système scolaire de la région du Kabadougou ainsi que les autorités administratives. Tous ont pris l'engagement de soutenir le système éducatif pour de meilleurs résultats. Les enfants de la communauté Rasta d'Abidjan devraient avoir cette année une rentrée des classes réussie. Ils viennent de recevoir des kits scolaires, nous dit Franck Wadiou. Des kits scolaires pour les enfants des Rasta du district d'Abidjan. L'initiative est singulière. Elle est de l'ONG Nklobakan qui a posé ses valises à Vridi et à Cocody Centre. Dagri Marie-Geneviève veut par cette action permettre aux enfants de la communauté Rasta, les parents souvent en proie à quelques difficultés financières, de débuter la rentrée scolaire sous de bonnes dispositions. Je suis enfant Rasta de Cocody. Je remercie Maman Nklobakan pour les kits scolaires. Yopougon, Adjamé, Abobo, des enfants venus de différentes communes d'Abidjan. Cette ONG entend poursuivre son action au sein de cette même communauté, en ligne de mire les fêtes de fin d'année. Le grand format de ce lundi s'intéresse à des enfants. Ils sont plus d'1 millier, ceux nés à partir de septembre 2002 dans les ex-zones centre, nord et ouest, ainsi que ceux qui sont nés pendant la crise post-électorale de 2010 et qui n'ont pu être déclarés à l'état civil pour leur permettre d'avoir un extrait d'acte de naissance. Une ordonnance a été prise en 2011 et un décret en 2013. Les parents de ces enfants ont jusqu'à la fin de ce mois de septembre pour faire établir un extrait de naissance à leur progéniture. Quels sont les enjeux de cette loi? Quel bilan à quelques jours de la fin de l'opération? C'est un sujet grand format signé Michel Digri. Christian Boussou a 4 ans. Né en pleine crise post-électorale en 2011, ses parents n'ont pu le déclarer à l'état civil. Aujourd'hui, c'est chose faite avec l'assistance d'une ONG. Christian a désormais un extrait d'acte de naissance grâce à la loi du 23 janvier 2013 relative à l'enregistrement des naissances survenues durant les années de crise en Côte d'Ivoire. Les naissances et les décès survenus pendant la période allant du 20 septembre 2002 au 31 juillet 2011 dans les ex-zones centre-nord-ouest et du 30 novembre 2010 au 31 juillet 2011 sur le reste du territoire national pourront être déclarés, nonobstant l'expiration des délais légaux. C'est une aubaine qui vient pour satisfaire tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des extraits pendant la période de crise. Parce que comme nous le savons, pendant la crise, chacun s'est déplacé pour aller se réfugier un peu ailleurs. Et les enfants qui n'ont pas pu être déclarés pendant cette période devaient revenir sur les lieux de naissance pour pouvoir établir un extrait. Si cette loi a permis aux parents de contourner la longue procédure pour l'obtention du jugement supplétif, elle a surtout contribué à éviter les risques d'apatridie. En dehors de cette loi, il y avait des délais légaux. Quand l'enfant est né, il y a 3 mois, 90 jours pour faire une déclaration. Passé ce délai, l'enfant n'a plus de papiers. Et donc cette loi-là permet de combler ce vide-là. Parce qu'après, il faut aller à la justice, faire une audience foraine pour avoir un jugement supplétif. Et on s'est dit que c'était donner des papiers aux gens. Non, c'est pour éviter que les gens ne soient apatrides. Apatride, c'est quelqu'un qu'aucun État ne reconnaît. Pour comprendre pourquoi cette loi concerne aussi les enfants nés dans les ex-zones centre, nord et ouest, remontons l'aiguille de l'horloge du temps jusqu'en 2008. Nous sommes dans le département de Mans. C'est dans un état critique que Dame Ko Awa est admise à l'hôpital général suite à un accouchement à domicile. En fait, qu'aujourd'hui, là, c'est nous dépasser. Si nous, toujours, quand on a fait, c'est propre, c'est bon. On a fait beaucoup d'enfants au village. Et puis, les femmes, ils sont contents. Les accouchements à domicile dans ces zones étaient légion après le déclenchement de la crise en septembre 2002. Des milliers d'enfants nés avec l'aide des matrones n'ont pu être déclarés à l'état civil faute de certificat d'accouchement délivré par une sage-femme ou un médecin. En plus, l'état civil n'a pas fonctionné normalement dans cette partie du pays du fait de la guerre. Quand la guerre a éclaté, avec tout ce que chacun sait, d'abord la mairie était fermée.
il était difficile de faire des déclarations. Donc il y a eu un groupe de jeunes qui s'est porté volontaire pour recevoir les déclarations. Mais c'était difficile. Plusieurs élèves dans ces zones n'avaient pas d'extrait date de naissance jusqu'en classe de CM2. Les statistiques de 2011-2012 au niveau de la circonscription de Ma 1 s'élèvent à 56% d'élèves qui n'avaient pas d'extrait de naissance, dont 32% au CM2. D'autres enfants moins chanceux n'ont pu être scolarisés faute d'extrait date de naissance. C'est le cas de la petite Koulibaly Nongodjoin dans le village de Ousogoula à 10 km de Séguéla. Quand nous sommes arrivés dans ce village-là, l'histoire de la petite fille m'a interpellée parce qu'elle est très intelligente. Or, elle n'allait même pas à l'école, mais elle faisait les mêmes choses que les élèves. Elle dansait, elle participait, elle était très dégoûtée, éveillée. Et au moment où le DJ demande dans quelle classe, tu es en quelle classe, elle ne parlait pas, elle a donné même dos au micro. Et puis les gens ont dit non, elle ne comprend pas français. Pourquoi elle ne comprend pas français? Parce qu'elle ne va pas à l'école. Et ça m'a fait très mal. Depuis la prise de l'ordonnance relative à l'enregistrement de naissance en 2011 jusqu'à l'adoption de la loi modifiant cette ordonnance en 2013, des milliers d'enfants ont pu obtenir leur extrait d'acte de naissance. Du point de vue statistique, nous estimons, d'après l'étude de démographie et de santé qui a été lancée par le ministère du Plan et du Développement, avec le ministère de la Santé, à 1 500 000 enfants qui seraient nés durant la crise, avant la crise et depuis 2010 et qui n'auraient pas été déclarés à l'état civil. On peut estimer au bas mot, avec les chiffres entrecoupés avec nos partenaires, à 600 000 personnes qui auraient bénéficié de la loi. 600 000 enfants sur 1 500 000 potentiels concernés, un résultat pas encore satisfaisant qui laisse planer le risque d'apatridie sur environ 900 000 enfants. Le président Henri Konan Bédié vient d'être fait homme de l'année. Cette distinction lui a été attribuée par le MONASCO, le mouvement national de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au siège du mouvement à Cocody. Gabriel Zani. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, est désigné l'homme de l'année par le MONASCO, mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette désignation fait suite à l'adhésion du président du PDCI à l'idée de la candidature unique dans l'Alliance. Une adhésion exprimée à Daoukro le 17 septembre lors de la visite officielle du chef de l'État dans la région de Lifou. Mission accomplie donc par le MONASCO. Mais pour le mouvement, commence un autre combat. C'est de transformer la candidature unique obtenue, la transformer en mandat. Et lequel mandat? Au second mandat du président Ouattara, pour qu'il puisse continuer l'œuvre gigantesque qu'il a commencée et qui fait aujourd'hui de la Côte d'Ivoire un pays totalement en chantier. La réélection d'Alassane Ouattara en 2015, le MONASCO compte l'obtenir par une sensibilisation des populations sur les actions du chef de l'État et surtout en travaillant étroitement avec les autres mouvements proches du Rassemblement des Républicains. Pour certains cadres des partis membres du RHDP, l'accord d'Henri Konan Bédié pour la candidature unique est un gage de paix. Il a fait pour sauver la Côte d'Ivoire. Depuis longtemps, il disait, cette affaire-là, je vais régler avec mon jeune frère et vous ne serez pas déçus. Les militants du MFA à la base ne sont pas contre la candidature unique. Au cours d'une cérémonie officielle, Henri Konan Bédié recevra en octobre prochain le symbole de sa distinction. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI1.